La responsabilité du médecin du travail en temps de Covid-19. Nous allons aborder successivement la hiérarchie des textes, l'organisation de la justice avec le journal officiel et pourquoi et comment je me conforme à la loi. Nous verrons les missions du médecin du travail et ses responsabilités et j'aborderai les questions auxquelles j'ai répondu ainsi que les références. En premier lieu, nul n'est censé ignorer la loi. Cela veut dire tout simplement qu'aucun médecin ne pourra se prévaloir du fait qu'il ignorait l'existence d'un texte. Et c'est valable pour tout citoyen dans tous les pays du monde. Les textes ont une hiérarchie, n'ont pas tous la même valeur. Il y a ce qu'on appelle des sources supralégislatives, qui sont la Constitution, des traités et accords internationaux qu'a signé le pays ou qu'a signé le gouvernement. Ensuite viennent les droits communautaires et dérivés, c'est des droits qui sont habituels, reconnus par la communauté, par la région, pour des raisons culturelles et des traditions. Les sources législatives, avec dans l'ordre des lois qui sont votées par le Parlement, l'Assemblée nationale, des ordonnances qui sont prises par le président de la République, dans l'intervalle des sessions du Parlement ou en situation d'urgence. Et il y a les sources réglementaires telles que les décrets et les arrêtés. C'est ce qu'on appelle donc la pyramide de Kelsen. Et un arrêté ne peut pas contenir des aspects qui ne sont pas prévus par le décret, au contraire au décret. Même chose, un décret ne peut pas contenir des non-obstants qui sont en contradiction avec la loi ou alors l'ordonnance. Il en est de même pour les lois qui ne peuvent pas être en contradiction avec la Constitution ou les traités et accords signés par le pays. Ici, nous voyons l'organisation du droit administratif en Algérie. Vous avez la Constitution, des traités internationaux, les lois et ordonnances. Ensuite viennent les décrets. Il y a ce qu'on appelle les décrets exécutifs et les décrets présidentiels. Les décrets présidentiels sont signés par le président de la République. Les décrets exécutifs sont signés par le chef du gouvernement ou le Premier ministre. Les arrêtés, qui peuvent être des arrêtés ministériels ou interministériels, plusieurs ministres peuvent signer un arrêté, et les arrêtés peuvent être signés aussi par le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale, le maire. Viennent ensuite les circulaires, instructions, décisions et notes. Alors, il s'agit de l'interprétation des modalités de mise en exécution des dispositions législatives ou réglementaires. En tout état de cause, ces circulaires, instructions, décisions et notes ne sont que des interprétations à un moment donné, dans un espace donné, et donc peuvent être revues, adaptées à la nouvelle situation. C'est ce qui se passe pour la pandémie Covid-19, où nous avons des instructions et des notes successives qui peuvent effectivement évoluer avec la définition du Covid, etc., etc. Le journal officiel, c'est là que nous allons retrouver les textes. Alors, il existe en arabe, en anglais et en français sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Et donc, tout le monde peut y accéder et tout le monde peut télécharger le journal officiel et les textes. Le médecin du travail pourra effectuer une recherche. Sur la page du site web, nous avons l'option de recherche. Nous pouvons rechercher par ministère, par type de texte, etc. Et nous avons ici les mots-clés. Ces mots-clés sont classés par ordre alphabétique. Par exemple, si je recherche le C, dans le C, nous avons je recherche Covid-19. Et lorsque je sélectionne Covid-19, je lance la recherche. Et ici, j'ai tous les textes qui concernent le Covid-19, hormis les instructions, circulaires, notes et décisions ministérielles qui ne sont pas contenues dans le journal officiel. Alors, la justice, il faut savoir qu'il y a une organisation, il y a des textes fondamentaux. En premier, le code civil, avec le code de procédure civile. Le code de procédure complète le code civil, le code pénal ainsi que le code de procédure pénale qui le complète. Nous avons en première instance le tribunal d'instance, et ce qui nous intéresse, nous, c'est le prud'homme où sont traitées des affaires sociales dont les conflits individuels ou collectifs. Ensuite, il y a une cour d'appel et
ensuite la Cour suprême qui se prononce sur le fond pour dire si si la loi a été appliquée ou non. Elle ne se prononce pas sur le contenu ou les faits eux-mêmes. Et il y a l'ordre administratif qui traite des aspects liés au conflit liés à la fonction entre deux administrations ou un privé et une administration. Par exemple, donc, un médecin privé peut aller dans ce sens-là. Donc il y a le tribunal administratif, la Cour des comptes, qui, au-dessus, le recours se fait vers le Conseil d'État. Il y a des chambres spéciales, des pôles pénaux spéciaux, et il y a le tribunal militaire, et il y a des juridictions d'exception. Voilà un peu l'organisation. Et nous sommes intéressés donc par les prud'hommes, qu'on appelle la chambre sociale. Alors, toujours pour encadrer la responsabilité du médecin du travail, je vous conseille ce recueil qui a été fait donc par des médecins résidents du service de Riva et que vous pouvez retrouver dans le site web de la Société algérienne de médecine du travail. Voilà les principales lois qui nous intéressent. C'est la loi relative à l'hygiène et la sécurité, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à l'inspection du travail, aux relations du travail et à la santé, complétée par la déontologie, le décret donc, du 6 juillet 1992. Voilà globalement les lois qui encadrent. Donc, nous avons le code de procédure pénale, le code pénal, le code civil avec les codes de procédure, ainsi que les lois et le décret concernant la déontologie. Pourquoi et comment dois-je me conformer ou je me conforme à la loi? Je dois me conformer à la loi pour me protéger. D'abord, moi, en tant que médecin du travail, en tant que personne, pour protéger le travailleur dont j'ai la charge et pour protéger l'entreprise pour laquelle donc, je travaille. On peut rajouter pour protéger l'environnement de l'entreprise. La responsabilité du médecin du travail en pandémie Covid. Donc pour cela, je dois veiller au secret médical qui est donc intangible. Donc le secret médical ne peut en aucune manière être brisé, quelle que soit la situation, même entre deux médecins, même avec votre employeur, même à l'intérieur d'un hôpital, même si la pathologie en général des salariés est connue par tout le monde, où les salariés rapportent leur pathologie, vous ne devez pas en parler, verbalement ou par écrit. Je gère le dossier médical, c'est extrêmement important, nous y reviendrons. J'enregistre mes actes. Le fait d'enregistrer mes actes, c'est un peu la traçabilité, j'y reviendrai. J'assure ma formation continue pour être en phase avec les connaissances donc, scientifiques. Je connais le règlement intérieur de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et par exemple, un médecin du travail qui a en convention une dizaine d'entreprises doit absolument demander le règlement intérieur de chaque entreprise parce que chaque fois qu'il y pénètre, chaque fois qu'il agit avec cette entreprise, il est en relation donc avec cette entreprise et avec son règlement intérieur, lorsqu'il fait une inspection des lieux de travail par exemple. Et je réponds aux réquisitions qui sont faites par l'autorité administrative, le directeur de la santé, le wali, le président de l'APC et toute autre autorité administrative, le procureur, etc., etc. J'enregistre mes actes. Alors, il y a les documents obligatoires pour le médecin du travail, nous y reviendrons. Les correspondances, une activité, si vous voulez, qui est souvent auquel on ne donne pas toute l'importance. Le courrier arrivé, le courrier départ, tout doit être enregistré, tout doit être archivé. Les procès-verbaux, lorsque je fais une réunion, il y a un procès-verbal qui fait preuve, donc qui fait foi de la réunion, des membres participants, de ce qui a été discuté, des décisions qui ont été prises et de mes interventions éventuellement. L'archivage, maintenant l'archivage est facilité par l'archivage numérique qui est possible avec les scanners. L'inventaire du matériel ou l'inventaire des fournitures, du consommable, c'est important pour le médecin, donc qu'il puisse garder des traces du matériel qu'il utilise, de bien identifier les lieux où ils sont stockés, d'identifier lorsqu'il est donc non fonctionnel, etc. Les prescriptions, toutes mes prescriptions doivent être faites par écrit. Mes conseils doivent être faits par écrit. Je conseille ou je prescris un équipement de protection individuelle, je prescris un médicament, c'est comme si je prescrivais un médicament. Donc tous les conseils doivent être sur ordonnance, remis à l'intéressé et uniquement à l'intéressé, je rappelle, donc pour le secret médical, et enregistré sur le dossier médical. Tout doit être reporté sur le dossier médical
avec les dates. Si vous ne pouvez pas avoir un double ou si votre dossier est trop important, il faut reporter le contenu et la décision qui est prise. Les rapports, vous avez de nombreux rapports que le médecin du travail effectue lorsqu'il fait une inspection des lieux de travail, que ce soit la cuisine, que ce soit des services, que ce soit les urgences, la radiologie, lorsqu'il fait ses rapports mensuels et annuels qui sont obligatoires, on va y revenir, et lorsqu'il effectue un rapport sur une situation particulière au directeur ou à l'inspecteur du travail. Donc, pourquoi je dois garder la traçabilité? Parce que lorsque je serai en situation donc, de non-conformité ou accusé de non-conformité avec donc, les principes scientifiques ou les principes réglementaires, c'est ces traces qui vont me permettre de présenter et d'organiser ma défense. Les documents obligatoires. Donc ici, nous avons donc les documents obligatoires, avec sans oublier le rapport annuel réglementaire obligatoire. Si vous avez une dizaine d'entreprises, vous devez faire 10 rapports annuels, un rapport pour chaque entreprise. Il est remis au directeur de l'entreprise, à la commission d'hygiène et sécurité, il est remis à la direction de la santé et il est remis éventuellement à l'inspection du travail. Alors, parmi les documents obligatoires, il y a le dossier médical qui doit être bien tenu, donc vous devez veiller à ce qu'il soit sous clé, que personne ne puisse donc y accéder, même dans les services où il y a plusieurs infirmiers, personnel administratif, ils sont tenus par le secret médical. Néanmoins, dans les services hospitaliers universitaires, beaucoup de monde intervient, y compris les résidents, les internes, donc faire très attention au dossier médical qui doit être bien tenu avec une écriture donc lisible, avec les pièces donc réglementaires par exemple. Donc, nous savons qu'il y a un dossier spécifique pour les expositions à radiation ionisante. Même chose pour les personnes donc identifiées comme étant exposées ou surexposées au COVID, à la maladie Covid-19. Il faut donc y inclure tous les éléments donc traçables. La fiche de visite médicale individuelle qui est importante. Là, j'ouvre une parenthèse. Souvent dans les hôpitaux, les personnels soignants se présentent directement au service de médecine du travail ou là, au médecin du travail sans document remis par l'employeur. Alors, le problème pour les médecins du travail, c'est comment tracer cette visite s'il n'y a pas un banc de consultation, un banc d'orientation vers le service de médecine du travail, que ce soit pour une visite spontanée ou une visite périodique ou une visite médicale de reprise. Obligatoirement, vous devez exiger donc un document du service du personnel ou du surveillant médical, ça dépend donc de l'organisation que vous allez mettre en place. Il y a le registre d'activités quotidiennes et de visites d'embauche périodiques, spontanées et de reprise, donc ces registres doivent être disponibles. Le registre spécifique au poste exposé, le registre des vaccinations en milieu de travail, le registre des maladies professionnelles, parce que celui des accidents de travail est tenu par la direction du personnel, et il y a le registre des visites d'atelier. Donc avec à chaque visite, donc, nous devons rapporter les observations que nous avons eu à effectuer. Les missions du médecin du travail sont importantes. Effectivement, parce qu'il faut différencier entre les missions de la médecine du travail et préciser les missions du médecin du travail. Alors quand nous disons le texte, l'article 12 de la loi 8807 sur l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, parle des missions de la médecine du travail. Donc, les missions de la médecine du travail, c'est aussi des missions donc, de l'employeur, puisqu'il y a un programme de médecine du travail qui implique donc l'employeur, un programme de santé au travail. Donc, le médecin du travail a la médecine du travail pour objectif donc, de promouvoir et de maintenir le plus haut degré de bien-être, en dit physique et mental, de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Vous voyez que là aussi, il n'y a pas que le médecin du travail qui intervient, il y a toute une organisation à mettre en place, d'identifier et de surveiller tous les facteurs de risque, il y a aussi l'ingénieur d'hygiène et sécurité qui intervient, de mettre la commission d'hygiène et sécurité, de maintenir le travail dans un emploi convenant à leur aptitude, ça c'est plus spécifique au médecin du travail, il s'agit donc de la décision d'aptitude ou d'inaptitude, en faisant très attention, donc je reviens au secret médical, aucun élément médical ne doit transparaître dans ces certificats d'aptitude. De réduire les cas d'invalidité, d'évaluer le niveau de santé des travailleurs, donc par des enquêtes, d'organiser les soins d'urgence, les traitements ambulatoires et les maladies professionnelles, donc il y a
la formation des secouristes, la mise à disposition des trousses de secours, les traitements ambulatoires dans le cadre des visites spontanées et les maladies professionnelles, donc le traitement des maladies professionnelles lorsqu'il est disponible. Et de contribuer à la sauvegarde de l'environnement par des propositions donc, de campagnes d'hygiène, d'assainissement. Les missions du médecin du travail, dans le cadre de ces missions, donc, le médecin du travail effectue des conseils et des prescriptions individuelles ou collectives par écrit qu'il reporte sur le dossier médical et dans des rapports. Donc, et c'est ce qui va l'engager. Donc, ce sont ces conseils et ces prescriptions. Et c'est pour ça que nous insistons que ces conseils et prescriptions doivent être écrits. Alors, les responsabilités du médecin du travail. Lorsque le médecin du travail est salarié d'un service de médecine du travail, de l'entreprise ou d'un établissement hospitalier de santé publique, c'est l'entreprise ou l'établissement de santé qui peut être condamné à indemniser une victime en cas de faute commise par le médecin relevant et devant les juridictions sociales. On a vu tout à l'heure ce qu'on appelait les prud'hommes. Donc, voilà, donc ça c'est un élément extrêmement important lorsque vous êtes salarié d'une entreprise ou salarié dans un établissement de santé. Et lorsque une victime, donc un employé, donc demande donc une indemnisation et qu'il dépose une plainte donc au niveau pour responsabilité civile. Alors, la loi sur les relations de travail et la loi relative à la santé, le décret sur la déontologie, garantissent au médecin son indépendance professionnelle dans le cadre de ses missions. Et là, j'insiste sur le fait que le médecin est indépendant dans sa décision. Autant il est indépendant, autant il est responsable de ses actes. Donc, nous avons eu des questions sur est-ce que nous sommes tenus par les instructions et notes. Donc là aussi, oui, nous sommes tenus, mais nous avons notre indépendance professionnelle parce que nous interprétons le cas d'un patient précis dans un moment donné, dans un temps donné, en fonction des dernières connaissances scientifiques. Alors, quelles sont les responsabilités du médecin? D'abord, il y a la responsabilité morale vis-à-vis du patient et vis-à-vis du salarié. Donc là, elle est générale pour toute personne, donc tout médecin qui va faire un acte vis-à-vis et qui a une relation avec un patient. Il y a la responsabilité civile qui, elle, vise la réparation des dommages. Alors là, il s'agit en général du versement d'une indemnisation financière. Il y a la responsabilité pénale qui est à l'origine d'une sanction en cas d'un comportement fautif. Donc dans ce cas-là, emprisonnement, amende, interdiction d'exercer. Il y a la responsabilité déontologique, et c'est le Conseil de l'ordre des médecins qui va juger la faute déontologique. Il y a la responsabilité disciplinaire. Dans ce cas précis, c'est des fautes commises dans le cadre de son contrat de travail avec l'employeur. Donc voilà les principales responsabilités du médecin. Et nous allons donc revoir les plus importantes ici. La responsabilité civile. Alors, sur le plan de la responsabilité civile, tout travailleur ou employeur qui estime être victime d'un dommage qui est lié à l'activité ou à une faute du médecin du travail, alors dans ce cas précis, seule la responsabilité civile de l'employeur du médecin est engagée. Et ce dernier répond financièrement des fautes commises dans le cadre de ses missions par le médecin. Alors, ces fautes peuvent relever d'une insuffisance de conseil, d'un défaut d'examen complémentaire qui n'est pas demandé. Donc, quand on dit d'un défaut, ça veut dire qu'il n'y a pas eu prescription, alors qu'il devait être prescrit. D'une erreur d'appréciation de l'aptitude à occuper un poste, d'une surveillance insuffisante de l'hygiène des locaux, sauf s'il y a abus de fonction. Alors, l'abus de fonction, ça veut dire que le médecin du travail a agi en dehors de ses fonctions. Il a utilisé ses fonctions pour d'autres fins, et non pas dans le cadre de ses missions. Les missions que nous avons vues tout à l'heure. Dans ce cas-là, ce n'est plus l'employeur. Nous allons y venir. Toujours sur le plan civil, lorsqu'une pathologie est reconnue en accident de travail ou en maladie professionnelle, le salarié est pris en charge par la CNAS, par la Caisse nationale d'assurance sociale. Et dans ce cas, il n'y a pas lieu d'aller vers le civil. En général, les employés ne vont pas vers le tribunal civil, donc, ou la chambre sociale. Parce qu'il y a une indemnisation par présomption d'origine qui est faite.
Si malgré tout le salarié sollicite une indemnisation complémentaire qu'il estime que ce n'est pas suffisant, alors le contentieux donc, va se tourner contre l'employeur, contre son employeur, pour faire reconnaître la faute inexcusable et non contre le médecin du travail. Donc la faute inexcusable qui est prévue par la réglementation algérienne, la loi sur l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Alors sur le plan pénal, nous passons à un autre aspect. Donc là, tout un chacun, tout citoyen, le médecin du travail est responsable de ses propres actes. Donc là, on ne peut plus faire intervenir donc, la responsabilité de l'employeur. La mise en cause est personnelle. Et elle est toujours possible et elle n'est pas assurée. Une assurance ne peut pas vous assurer pour la responsabilité sur le plan pénal. Elle peut vous assurer sur le plan civil, lorsque vous êtes par exemple en privé. Vous exercez la médecine du travail dans un cabinet médical privé. Donc là, il y a deux aspects qu'il faut souligner, c'est des infractions volontaires. Donc là, par exemple, c'est la rupture du secret médical, la non-assistance à personne en danger. C'est des exemples d'infractions volontaires, des infractions involontaires, et là, par exemple, c'est la blessure par négligence ou imprudence. Alors, l'employeur est seul responsable des risques. Il faut savoir que l'employeur est le seul responsable des risques existants dans l'entreprise et directement lié à la survenue d'un accident ou d'une maladie des salariés. Par exemple, un patient qui a la maladie Covid-19, qu'il a contracté au travail, la responsabilité, c'est celle de l'employeur. Parce que celui qui gère les risques, c'est l'employeur. Ce n'est pas la responsabilité pénale du médecin du travail qui est engagé dans le cas de défaut de conseil. Dans ce cas-là, même s'il y a un défaut de conseil, le défaut de conseil en lui-même n'est pas la cause directe de la maladie. La cause directe de la maladie, c'est le facteur de risque, c'est le danger qui est en place dans le poste de travail et sur les lieux de travail. Sur le plan déontologique, les règles de déontologie sont les mêmes pour tout médecin, malgré le contrat liant le médecin de travail à son employeur. Dans ce cas précis, le médecin doit donner des soins consciencieux et dévoués à son patient, des soins qui sont fondés sur les données acquises de la science, donc c'est pour ça qu'il doit se mettre à jour. Il doit respecter le secret médical. J'insiste encore, parce que très souvent, nous voyons cet aspect qui est souvent négligé. Il est indépendant dans son exercice médical. Personne ne peut lui dire de faire tel ou tel acte. Et dans ce cas-là, il ne pourra pas lui dire « j'ai été sollicité par l'employeur ou par X ou Y ». C'est lui qui décide. Il est responsable personnellement. L'information et le consentement du travailleur sont obligatoires. Donc il faut toujours informer le patient avant tout acte. Et il faut qu'il ait son consentement. Et souvent, il faut qu'il y ait un consentement par écrit. Et vous devez avoir une trace de ce consentement. Sur le plan disciplinaire, on a vu qu'il y a la responsabilité de l'employeur d'une manière générale et que le médecin du travail, globalement, donc, il est couvert dans son exercice, que ce soit pour la responsabilité civile et même pour la responsabilité pénale, sauf pour la responsabilité civile lorsqu'il est fait en dehors de ses missions, et sur le plan de la responsabilité pénale lorsqu'il fait une faute personnelle et volontaire. Donc, lorsqu'il est volontaire, donc cela entraîne des sanctions pénales. Sur le plan disciplinaire, il faut savoir que le contrat de travail et le règlement intérieur de l'entreprise font que l'employeur peut appliquer des mesures disciplinaires et se retourner contre le médecin du travail en cas de faute professionnelle volontaire. Donc cela peut aller jusqu'au licenciement, la mise à pied, etc. De toute façon, là aussi, il y a ce qu'on appelle, donc, il y a une organisation interne qui est prévue par le règlement intérieur, c'est le conseil de discipline, etc. Donc là, nous allons aborder les questions qui m'ont été posées par donc, des confrères médecins. Je les ai regroupées. Il y a des questions qui relèvent directement du domaine de responsabilité. Pourquoi la responsabilité du médecin du travail? Je viens d'en parler. Elle est civile, elle est pénale, elle est déontologique, elle est administrative et elle est morale. Sur la hiérarchie des textes, nous avons vu qu'il y a une hiérarchie et que la Constitution était au-dessus de la loi était au-dessus des décrets arrêtés, les décrets arrêtés sont au-dessus des notes, etc., des instructions et des circulaires et décisions. Alors ici, donc la question qui concerne est-ce que les notes sont contraignantes, nous avons dit que le médecin est indépendant dans ses prises de décision pour soigner son patient.
ou pour faire la prévention. Il est indépendant. Dans ce cas-là, les notes ne sont pas contraignantes, mais il engage sa responsabilité. Les notes sont indicatives, elles expliquent, elles interprètent comment nous devons faire. Maintenant, si vous êtes devant un cas médical, une grossesse par exemple, particulière, ou bien une patiente qui a une grossesse particulière, ou bien donc un patient qui présente une pathologie qui n'est pas recensée parmi les pathologies rendant le salarié vulnérable, vous prenez votre décision individuellement et en toute connaissance de cause, mais il faudra toujours argumenter et avoir donc la traçabilité de vos décisions. Des questions qui sont en rapport directement ou indirectement avec les relations avec l'employeur. J'insiste sur le fait qu'il faut maintenir de bonnes relations avec l'employeur dans le cadre des réunions régulières, dans le cadre des commissions d'hygiène et de sécurité qu'il faut absolument mettre en place. Alors, les conditions de travail dangereuses, quelle est la responsabilité du médecin du travail? Là aussi, nous venons de le voir, l'employeur est responsable de la gestion des risques dans son entreprise. Donc, les conditions de travail relèvent de la responsabilité de l'employeur. Le médecin du travail a une responsabilité de conseiller, et donc par écrit, et de remettre ses conseils par écrit aux salariés. Et puis, dans le cadre des réunions et de la commission d'hygiène et de sécurité, ou dans le cadre de rapports, orienter l'employeur pour la mise en place des équipements de protection individuelle et collective, où nous avons vu donc tous ces aspects de prévention dans les modes d'intervention à la source, entre la source et les personnes et auprès des personnes. Le congé exceptionnel n'a rien à voir avec le médecin du travail. Donc là, c'est les congés, c'est la gestion des congés, c'est l'autorité administrative qui accorde le congé exceptionnel. Pourquoi c'est l'autorité administrative? Parce que c'est elle qui va rémunérer donc le salarié en congé exceptionnel. Donc dans ce cas précis, il y a une liste qui a été faite et donc là, il n'y a aucun problème. Le salarié peut ramener un certificat médical de n'importe quel médecin traitant ou du médecin du travail lui-même. Dans ce cas précis, c'est le salarié qui remet le certificat médical justifiant donc de sa vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre en place donc un certificat où vous allez dire qu'il y a un problème d'aptitude au poste de travail. En aucune manière, vous ne devez citer les pathologies ou mettre une pathologie sur le certificat que vous remettez au salarié. Et c'est à lui de le remettre. Vous ne remettez pas de liste. Il ne faut jamais remettre de liste nominative sur les salariés vulnérables. Donc là aussi, chacun prend ses responsabilités, le salarié prend ses responsabilités, le médecin du travail a les siennes et l'employeur a les siennes. Veillez donc au secret médical. Bon, lorsque le nombre de salariés est tellement important qu'il est difficile d'identifier, donc pour faire des statistiques. Donc, mais toujours est-il qu'il faut faire très attention à ces aspects. Des statistiques ne sont pas nominatives, elles ne pourront pas permettre d'identifier le salarié. Alors, l'employeur ne tient pas compte des avis du médecin du travail, donc là aussi c'est un aspect qui est fréquent, je ne dis pas qu'il n'est pas fréquent, mais je rappelle le décret exécutif 93-120 sur l'organisation de la médecine du travail, l'article 36, l'organisme employeur est tenu de prendre en considération. Qu'est-ce qu'il doit prendre en compte? Les décisions médicales, l'application de la législation relative aux emplois réservés aux handicapés, les mutations de poste consécutives à une altération de la santé au travail du travailleur et l'amélioration des conditions du travail. S'il ne tient pas compte, le médecin du travail est tenu de saisir l'inspection du travail. Bon, deux questions. Est-ce que l'inspection du travail peut intervenir dans la fonction publique? Donc là aussi, il y a des débats, mais en fait, en réalité, saisissez l'inspecteur du travail, même si ce n'est pas le cas, ou bien le médecin inspecteur du travail, puisqu'il est dans la direction de la santé et de la population. Et le médecin inspecteur a les prérogatives d'intervenir ou de faire intervenir. Donc l'autorité administrative, la direction de la santé ou autre. Quand il s'agit d'hôpitaux, parce qu'il s'agit de toutes des entreprises en général, donc là aussi, vous devez saisir. Donc là, cet aspect, en général, les médecins, lorsqu'ils posent, les collègues, quand ils posent, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de saisir l'inspecteur du travail, ou ils ont des hésitations. N'hésitez pas, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, la responsabilité, vous allez avoir donc la responsabilité de ne pas l'avoir fait. Et on pourra toujours vous reprocher de ne pas l'avoir fait, que ce soit les salariés
ou que ce soit les syndicats. Ceci dit, les salariés peuvent saisir l'inspection du travail directement, les représentants des salariés peuvent saisir l'inspection du travail, les syndicats officiels, donc les syndicats reconnus dans votre entreprise, peuvent saisir donc l'inspection du travail. Voilà, pour ce qui est donc de la prise en compte de l'avis du médecin. Et de toute façon, ce sera la responsabilité de l'employeur qui est civil et pénal. Alors là aussi, donc, quelques questions sur... j'avais apporté un complément de réponse. Elle concerne les maladies chroniques, la grossesse, la question de vulnérabilité, etc. Alors, en premier lieu, est-ce qu'il faut faire un programme de visite médicale pour les salariés vulnérables? Bon, cela dépend du nombre. Donc, ou bien faut-il laisser des visites spontanées? Je pense, moi, personnellement, que le médecin du travail a des dossiers médicaux et qu'il doit traiter, faire des statistiques et connaître individuellement les salariés dont il a à charge. Donc, il devrait avoir la liste des maladies chroniques et des patients qui présentent des maladies chroniques, bien sûr, tenus au secret médical, bien sûr. Et dans ce cas-là, il a intérêt à, revoir ses patients. Maintenant, quand ils sont nombreux et que ce n'est pas possible du fait de la pandémie elle-même ou du fait d'autres circonstances, il peut les faire contacter par son équipe, par téléphone, et donc leur demander de venir. Et les orienter donc vers les activités non Covid. Alors, la reprise post-Covid, certificat, modalité, mais je pense que là, nous avons la chance d'avoir donc une note qui précise bien la guérison et qui précise que la remise au travail ne doit pas être faite dans les post-Covid. Maintenant, pathologie par pathologie, vous devez, en tant que médecin, vous documenter pour mettre les critères de gravité. Et ce sont les critères de gravité de chaque pathologie, de l'asthme, du diabète, etc. Ce sont ces critères de gravité que nous pouvons développer par ailleurs dans d'autres conférences, qui vont vous permettre, selon un arbre de décision, de prendre vos décisions. Alors la réaffectation hors Covid ou bien le confinement, donc là aussi, le confinement, les personnes contactent d'un patient qui a été, qui est un cas confirmé, c'est le confinement à domicile ou le confinement lorsque ce n'est pas possible dans des lieux qui sont prévus par l'autorité administrative. Alors, qui c'est qui décide le confinement ou le déconfinement? En général, ça se fait dans le cadre d'un groupe de travail. Et en général, les hôpitaux ont mis en place des équipes qui prennent en charge cette question de pandémie. Et c'est cette équipe, cette brigade ou selon donc cette cellule de crise ou cette cellule de gestion du Covid qui décide donc de ces confinements et déconfinements lorsqu'ils sont collectifs. Lorsqu'ils sont individuels, cela peut se faire par le médecin du travail avec le directeur du personnel. Alors les tests, lorsqu'ils sont absents, comment peut-on appliquer les notes? Bon, là aussi, c'est une question qui est... toujours que vous devez vous poser, je me protège, je protège le patient, je protège l'entreprise. Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, il y a une évolution naturelle de la maladie, vous avez une décision à prendre, vous allez identifier votre patient, il est à quel stade de la maladie, est-ce que c'est en phase de guérison, là en phase avancée, ou bien il est totalement asymptomatique. Dans ce cas précis, s'il a effectué son confinement après 14 jours, si vous avez un doute quelconque, vous pouvez faire des prolongations, il ne faut pas hésiter à faire des prolongations d'incapacité temporaire. Et puis, à préconiser le test. Vous faites la prescription par écrit, vous la donnez au patient, vous l'enregistrez. Maintenant, le test est disponible ou non disponible, c'est un autre aspect, c'est la responsabilité de l'employeur. Alors, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, donc là aussi, qui a posé beaucoup de problèmes. La prise en charge a été faite dans le cadre de l'accident du travail. Mon point de vue personnel, c'est la déclaration, le certificat de maladie à caractère professionnel et travailler ensemble pour la reconnaissance de cette maladie dans le cadre de l'extension du tableau numéro 75, infection, donc maladie. Alors même chose, enquête épidémiologique, le rôle du médecin du travail. Bon, donc si vous avez l'arrêté interministériel du 2 avril, qui fixe les conventions types, qui précise toute enquête ou étude nécessitée par l'état de santé des travailleurs. Donc, le médecin du travail peut faire des enquêtes et participe à une enquête à l'intérieur de l'entreprise. En dehors
c'est le service d'épidémiologie, c'est le CNM. Les questions, même chose. Donc là, c'est la déclaration obligatoire, toujours le décret relatif à l'organisation de la médecine du travail. Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie à déclaration obligatoire, dont la connaissance dans les conditions prévues par la législation réglementaire en déclare. Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel, conformément à l'article 68 de la loi 83/13. Là, c'est clair. De nombreuses autres questions restent posées et nous pourrons avoir des réponses dans le cadre de cette présentation, donc qui est limitée à la responsabilité du médecin du travail. Donc, par analogie et déduction, le médecin du travail pourra trouver des réponses à des situations spécifiques. Et néanmoins, un forum va être ouvert sur le site web de la SAMT et nous pourrons tous y collaborer pour apporter des réponses pertinentes aux situations parfois très complexes et techniques, nécessitant des recherches plus approfondies. Alors, les références, voilà ici, donc, il y a un recueil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été fait par des médecins résidents à l'époque, donc en 2015. Bon, il faudra peut-être le compléter parce qu'il y a eu quelques textes qui sont apparus après 2015. Par exemple, la loi sur la santé a été modifiée en 2018. Et il y a l'article de Mohamed Nasruddin Quraish qui est excellent, Justice et règlement dans les conflits de travail en Algérie. Et il y a la question de la responsabilité du médecin du travail par Fantoni Quintan, qui est professeur de médecine du travail à l'université. Je vous remercie pour votre attention.